Amis de la masse, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de la Chronique du Doc et aujourd'hui on va parler de la sèche et de la perte non pas de poids mais de la perte de taille. En effet, est-ce que le fait de sécher va contribuer en fait à nous faire rétrécir, notamment par le biais de la déshydratation et de la réduction de taille des différentes structures osseuses, cartilagineuses, etc. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sécher fait-il rétrécir génériquement? Don't know what it's like, yeah. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. On m'a partagé une story d'une personne en sèche en me demandant ce que j'en pensais. Cette personne donc actuellement est en sèche et disait qu'elle avait rétréci, qu'elle pouvait paraître plus petite, puisque quand on est en sèche, c'est sa théorie, quand on est en sèche, on est déshydraté, quand on pousse la sèche à l'extrême, et quand on est déshydraté, eh bien toutes les structures du corps vont se déshydrater, et notamment les disques intervertébraux, donc qui sont entre les vertèbres et qui contribuent en partie à la taille, puisque ça prend de la place. Et si ces disques intervertébraux sont déshydratés, forcément la colonne vertébrale se tasse un petit peu et donc on peut perdre quelques centimètres. Donc on va répondre dans cette vidéo à la question, est-ce que véritablement sécher fait rétrécir? Et donc là toutes les personnes sont en sueur en train de se dire, oh là là, déjà qu'on dit que la musculation stoppe la croissance, et bien si en plus on sèche et qu'on perd encore des centimètres, on va se retrouver en dessous de la limite légale de taille. Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, vous savez que j'aime bien rappeler un petit peu l'anatomie, etc. On va revoir ce que sont les disques intervertébraux et de quoi ils sont composés avant de savoir si oui ou non ils peuvent se déshydrater ou pas. Donc les disques intervertébraux, ils se situent entre les vertèbres. La colonne vertébrale, donc je ne vais pas vous faire un récapitulatif très détaillé, on sait tous ce que c'est la colonne vertébrale, c'est un empilement de vertèbres qui contribue forcément à la taille. Entre ces différentes vertèbres, il y a une structure qui s'appelle le disque intervertébral. Ce disque intervertébral, il permet notamment, il y a deux structures. Premièrement, c'est d'amortir les chocs entre les différentes vertèbres et de permettre en fait le coulissement, puisque contrairement à ce qu'on pense, la colonne vertébrale n'est pas totalement immobile, c'est ce qui permet d'avoir des mouvements. Alors certes, l'amplitude n'est pas énorme, mais on peut fléchir la colonne vertébrale et on peut étendre la colonne vertébrale. Donc si on prend le mouvement des vertèbres, alors vertèbre par vertèbre, le mouvement est faible, mais si on additionne degré par degré en fait toutes les vertèbres, eh bien on peut arriver à la fin à avoir un mouvement qui est quand même relativement significatif, que ce soit en extension, en ouverture ou en flexion. Donc ces disques intervertébraux, ils permettent à la fois la mobilité. Alors pas directement, c'est pas les disques qui font bouger, mais en fait ça permet le coulissement, on va dire. Ça permet que les vertèbres ne se blessent pas à chaque fois qu'on coulisse, parce que s'il n'y avait pas de structure qui amortit, eh bien à chaque fois les vertèbres frotteraient un petit peu, et à la longue, ça abîmerait les vertèbres et l'articulation intervertébrale un peu plus rapidement, et ça conduirait aux différentes pathologies. C'est d'ailleurs ce qu'on voit quand les personnes n'ont plus de disques intervertébraux, que ce soit par on va dire des hernies, lorsque le disque sort de l'espace intervertébral, ou lorsque le disque est détruit pour diverses raisons, notamment des infections ou des processus tumoraux, des chirurgies. Bon, ça après c'est des causes rares, la principale c'est la hernie lorsque le disque est exclu, mais ça arrive donc, et chez ces personnes-là, elles sont sujettes à de l'arthrose vertébrale bien plus rapidement que les personnes qui ont des disques intervertébraux. Donc la première chose, ce sont les coulissements, les glissements, on va dire, lubrifiés entre les articulations. Et la deuxième chose, c'est l'amortissement des chocs. Ça permet d'avoir des petits coussinets entre les vertèbres qui vont éviter, qui vont réduire les chocs, notamment quand vous faites du squat, quand vous vous tenez debout ou tout simplement si vous faites des sauts. Quand on fait des sauts, la gravité fait que la colonne vertébrale va se tasser, et le fait d'avoir un petit coussinet, ça, je ne vais pas vous faire un dessin, ça permet d'amortir les chocs. Donc ces disques intervertébraux, maintenant il faut savoir de quoi ils sont composés. Il y a deux parties schématiquement. Premièrement, c'est l'anneau cartilagineux qui est la partie véritablement fibreuse et rigide qui maintient la structure. Parce que si c'était quelque chose de totalement souple, ça ne tiendrait pas en place et ça se déformerait. Donc le fait qu'il y ait du cartilage, un anneau fibreux, qui est composé principalement de collagène, donc très rigide, ça permet de garder la structure et de le maintenir en place. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le noyau pulpeux, qui pour le coup est beaucoup plus rigide, c'est vraiment le coussin d'amortissement, ou l'amortisseur, je ne sais pas si c'est très français, mais vous aurez compris,
qui lui est composé alors il y a un petit peu de collagène pour la rigidité, mais il y a aussi des protéines, on appelle les protéoglycanes, c'est en gros un mélange de sucre et de protéines liées pour faire une grosse molécule, et ensuite on va parler de glycosaminoglycanes, c'est pareil, hein, c'est en gros des amas de sucre et de protéines qui vont en fait donner là le côté un petit peu pas spongieux, mais le côté amortissant. Et l'avantage et le pouvoir de ces protéoglycanes et de ces glycosaminoglycanes, c'est des termes un peu barbares, mais l'idée c'est juste de dire que c'est des grosses molécules qui peuvent en fait retenir de l'eau. Et bon, c'est comme dans le muscle, hein, le glycogène qui retient de l'eau, bien là dans le disque intervertébral, les glycosaminoglycanes et les protéoglycanes vont retenir de l'eau, ce qui permet d'avoir véritablement en fait une zone d'amortissement. Donc si on associe la structure fibreuse et la zone la structure plus souple, plus pulpeuse, hein, le noyau pulpeux, ça veut tout dire, ça permet d'amortir les chocs. Et donc, effectivement, c'est composé d'eau, et donc, qui dit que c'est composé d'eau, dit que si ces structures se déshydratent, eh bien, véritablement, ça peut diminuer de taille. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui fait varier véritablement la taille des disques intervertébraux. Contrairement à ce que dit la personne dans sa story, eh bien, le fait de sécher ne va pas contribuer à déshydrater les disques intervertébraux. Principalement parce que déjà le fait de sécher, c'est juste une réduction calorique et ça n'a pas d'impact normalement sur l'état d'hydratation du corps. Heureusement, quand on fait une sèche de plusieurs mois, on ne se déshydrate pas progressivement. La déshydratation dans une sèche, c'est vraiment, normalement, si vous faites bien les choses, quelques jours avant le concours, en fait, avant la fin de la sèche, pour vider l'eau et arriver le plus sec possible sur scène, à la fois en termes de gras, mais aussi en termes de rétention d'eau pour avoir la peau la plus fine et les muscles les plus saillants possibles. Idéalement, sur scène, il faut arriver avec la peau, donc le secteur extracellulaire en dehors des muscles, le plus fin possible, le plus sec possible et le plus déshydraté possible, tout en ayant une rétention d'eau intramusculaire, donc dans les cellules, pour paraître justement le plus plein possible. Donc le contraste entre muscles pleins, donc cellules pleines, et extracellulaire, donc tout ce qui est la peau et les tissus autour, le plus sec possible, pour donner l'illusion d'être le plus gros et le plus sec possible. Donc si vous séchez correctement, vous n'êtes pas déshydraté à la moitié de votre sèche, sinon vous allez mal finir avant la fin de la sèche. Donc ça on va y revenir juste après, mais du coup, théoriquement, ça n'a pas d'impact sur les disques intervertébraux. Alors effectivement, si à la fin de la sèche, vous utilisez des diurétiques, vous faites de la privation d'eau, des techniques pour vous déshydrater, que ce soit naturel ou avec l'aide de médicaments, des diurétiques ou du sauna, ou des aides naturelles ou pas naturelles, mais que vous êtes déshydraté, effectivement, vous pouvez diminuer un petit peu la quantité d'eau du corps, donc la quantité d'eau dans les tissus extracellulaires et donc un petit peu la taille de vos disques intervertébraux. Mais très franchement, c'est minime et comme je vous ai dit, c'est quelques jours avant le concours et le jour où vous êtes sur scène. Mais c'est pas au milieu de votre sèche, même si vous réduisez les calories, ça n'aura aucune incidence sur les disques intervertébraux. Par contre, ce qui va faire que les disques intervertébraux peuvent se déshydrater, eh bien, c'est plusieurs facteurs. Premièrement, c'est notamment la baisse des protéoglycanes et des glycosaminoglycanes. Si la composante protéique et de ces protéoglycanes qui retient l'eau en fait diminue, qu'il y a moins de protéines et moins de structures en fait de matrice, eh bien il y a moins de rétention d'eau possible et donc la taille du disque va diminuer. Et notamment, c'est ce qui se passe avec l'âge, quand on a du mal à renouveler les cellules, les tissus et les cartilages, toutes ces structures accessoires articulaires, la composante protéique et en protéoglycane diminue et donc il y a moins de rétention d'eau possible, donc le disque diminue. C'est pour ça en partie que quand on vieillit, quand les personnes sont plus âgées, elles disent qu'elles sont plus petites qu'avant. C'est fréquent de voir des je vais pas dire des vieux, mais en gros vos grands-parents, mes grands-parents, etc. qui disent « Oh là là, oui, avant je faisais 1m70 et maintenant je fais plus qu'1m60, j'ai perdu 10 cm. » Alors c'est variable, le degré de taille, et c'est pas que lié à la déshydratation et à la perte de ces disques en taille. Il y a aussi des fractures vertébrales, de l'ostéoporose qui va tasser les os, mais la perte de taille de ces disques intervertébraux peut contribuer pour quelques centimètres à une perte de taille. Donc oui, la vieillesse peut contribuer à perdre de la taille, mais quand on sèche, c'est normalement pas du tout le cas. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que quand on fait de la musculation, quand on est debout ou quand on porte des charges, il va y avoir un effet
qui va tasser véritablement les vertèbres et les disques intervertébraux. Mais c'est pas lié à de la rétention d'eau ou pas de rétention d'eau, c'est vraiment un effet mécanique. C'est comme un effet de presse purée. En fait, quand on a une charge qui appuie sur une structure, eh ben, vous imaginez que les cellules et cette matrice va être comprimées sous l'effet de la pression. Si vous portez des charges ou que vous êtes debout toute la journée, eh bien, votre colonne vertébrale est tassée et la pression va faire comme une percolation. Sous l'effet de la pression, eh bien, l'eau va avoir tendance à quitter les cellules, à quitter cette matrice et ce disque pour se déshydrater un petit peu. C'est pour ça que normalement, eh bien, on peut perdre en gros 1 cm et demi, 2 cm au cours de la journée si on est debout, si on porte des charges, et donc que la journée, la gravité en fait, va nous tasser un petit peu. Mais c'est vraiment un effet mécanique, ça n'a rien à voir avec la sèche. Et quand on parle de ça, eh bien, il y a des techniques pour s'agrandir un petit peu, notamment des techniques de décompression vertébrale. Notamment, vous avez peut-être déjà vu les personnes qui se suspendent à une barre, les pieds vers le bas, les gravity boots, pour en fait laisser la colonne vertébrale se décomprimer dans l'autre sens, sous l'effet toujours de la gravité. Si on enlève la gravité, si on enlève ce qui comprime les disques, eh bien, ils vont pouvoir se regorger d'eau, diminuer cette pression, diminuer cet effet de percolation et se regonfler un petit peu. Donc le fait effectivement de s'étirer et de se suspendre la tête en bas peut aider à regonfler les disques, mais c'est temporaire et quand vous allez continuer votre journée, eh bien, enfin pas votre journée mais je veux dire les jours suivants, la gravité va à nouveau vous tasser. Mais si vous voulez grandir de 1 ou 2 cm, vous pouvez effectivement vous mettre la tête en bas, suspendu par les pieds bien sûr, parce que l'idée c'est justement d'avoir, de diminuer la gravité, et d'avoir une traction en fait vers le bas, une traction douce, n'allez pas vous suspendre avec un poids pour vous étirer, ça peut causer si vous étirez trop, ça peut être délétère, mais dans l'idée c'est ça. Donc non, la sèche ne diminue pas votre taille, sauf peut-être éventuellement, comme je vous ai dit, les 2-3 jours avant la compétition, mais si on vous dit que vous êtes plus petit pendant votre sèche, c'est probablement plus un effet d'optique parce que vous avez perdu du poids et que vous êtes plus sec. Et que quand on est moins massif, eh bien on peut paraître un peu plus petit. L'autre chose aussi donc, qui contribue à l'état d'hydratation, il y a plusieurs choses. Donc pour faire un bref rappel, c'est premièrement le taux de sodium que vous prenez, c'est la quantité de sel que vous ingérez, puisque le sel fait de la rétention d'eau dans les tissus. Deuxièmement, c'est l'eau que vous prenez. Je détaillerai dans une autre vidéo parce que c'est très complexe, mais c'est vraiment pour résumer le sel extracellulaire, l'eau intracellulaire. Et il y a aussi ce qui peut contribuer à vous déshydrater pendant une sèche, et effectivement c'est le cas, c'est quand on est en restriction calorique, mais surtout glucidique, puisque le glycogène intramusculaire en fait le glycogène intramusculaire fait de la rétention d'eau dans les muscles, je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois que c'est pour 1 kg de glycogène musculaire total, eh bien il y a une rétention de 1 ou 2 kg d'eau. Donc forcément ça retient de l'eau, donc si vous consommez le glycogène intramusculaire, eh bien vous diminuez la rétention d'eau intramusculaire. Pareil pour la créatine qui peut faire de la rétention d'eau intramusculaire, donc tout ça c'est des facteurs qui peuvent varier un petit peu, mais c'est très temporaire, et dès que vous remangez du sucre, même temporairement, et que vous reprenez de l'eau, vous regonflez, et c'est la base des régimes cétogènes et des gens qui font un rebond glucidique. Mais rien à voir avec la sèche à proprement parler, et au degré de calories, et puis surtout, il n'y a pas de glycogène dans les disques intervertébraux, donc vraiment les glucides que vous ingérez n'auront pas de rapport sur la taille de votre disque. Et dernièrement, ce sera peut-être le mot de conclusion, on entend plein de gens qui disent quand ils sont en prise de masse ou quand ils sont à l'équilibre, en tout cas hors de la sèche, qui disent je suis flotteux. Ça c'est des bêtises. En fait, quand vous regardez et que vous avez des bourrelets ou l'impression d'être visuellement pas aussi sec que vous le voudriez, vous n'êtes pas flotteux, vous êtes gras. Il faut il faut se mettre ça dans la tête, parce que j'entends souvent des gens dire je suis flotteux, je fais de la rétention d'eau. Non les gars, vous faites pas de la rétention d'eau, vous faites de la rétention de graisse. Alors il y a effectivement une petite part de rétention d'eau, et même chez les femmes lors du cycle menstruel, effectivement, il y a de la rétention d'eau qui fluctue, mais c'est de l'ordre de 1,5 kg. Enfin, si vous avez des bourrelets, je suis désolé de vous le dire, mais c'est du gras, c'est pas de la flotte. Donc si vous regardez que vous n'avez pas du tout d'abdos, c'est pas de la rétention d'eau, c'est de la rétention de graisse. Donc ça, il faut vraiment se le rentrer dans le crâne, et je ferai une vidéo pour expliquer. Mais si vous voulez voir des gens qui font de la vraie rétention d'eau, de la pathologie de rétention d'eau, venez en service de cardiologie où les gens ont des œdèmes, parfois 10-15 kg d'œdème à perdre à cause de défaillances d'organes, et vous verrez ce que c'est de la vraie rétention d'eau. Mais quand je vois des mecs qui sont en prise de masse et qui disent je suis flotteux,
Non mon pote, c'est pas de l'eau, c'est juste que t'as abusé des Big Mac et des kebabs et peut-être de la raclette en plein hiver, mais voilà, pas de la rétention d'eau. Bref, pour conclure, j'espère que la vidéo vous aura plu, que c'était assez clair. Donc non, sécher ne fait pas rétrécir, en tout cas peut-être rétrécir de 1 cm si on veut abuser un petit peu, mais voilà, clairement si on vous dit que vous avez rétréci, c'est pas la sèche. Et sinon, que vous dire d'autre? Eh bien, abonnez-vous à la chaîne, pouce bleu, je l'ai déjà dit, retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm pour me poser vos questions, puisque j'essaie de répondre autant que je peux à vos questions, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut à tous.